Quand on pense à l'Égypte ancienne, on a tout de suite en tête les pyramides, les pharaons, les trésors qui brillent. Mais tout ça, absolument tout, repose sur quelque chose de beaucoup plus simple et en même temps de bien plus puissant, la terre elle-même. En fait, toute la civilisation égyptienne est née d'un contraste absolument saisissant. D'un côté, vous avez le désert, rouge, aride, infini. Et de l'autre, collé au fleuve, une toute fine bande de terre noire, littéralement vibrante de vie. C'est un vrai miracle de fertilité planté au milieu du néant. Alors la grande question, c'est celle-ci. Comment est-ce que cette petite langue de terre a pu non seulement nourrir des millions de personnes, mais en plus permettre de financer des monuments qui aujourd'hui encore défient les millénaires? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour comprendre, il faut forcément commencer par la source de tout. Et en Égypte, cette source, c'est le fleuve. Le Nil, ce n'est pas juste un cours d'eau, non, c'est le cœur battant de toute la civilisation. D'ailleurs, c'est très révélateur. Les Égyptiens eux-mêmes appelaient leur pays Kémet, ce qui veut dire la terre noire. Et ce nom, il ne vient pas d'une quelconque couleur de peau, non. Il vient de cette boue miraculeuse, le limon, que la crue du Nil déposait chaque année. Ce limon, c'était un super engrais naturel qui venait régénérer les champs sans jamais les épuiser. Incroyable. Mais attention, ce cadeau du Nil était à double tranchant. Une crue parfaite, et c'était l'abondance assurée. Mais une crue trop faible, et c'était la sécheresse, puis la famine. Et à l'inverse, une crue trop forte, et c'était la catastrophe. Les villages, les digues, tout était emporté. En fait, toute l'existence égyptienne était un immense pari, chaque année, sur les caprices du fleuve. Et cette dépendance, elle était tellement totale qu'elle a carrément dicté le temps lui-même. Oubliez nos 4 saisons. L'année égyptienne, elle, était entièrement rythmée par le Nil. L'année se découpait en 3 saisons. D'abord, Akhet, la saison de l'inondation. Là, les champs sont sous l'eau, mais les paysans ne chôment pas. C'est à ce moment-là que l'État les réquisitionne pour les grands chantiers, comme les pyramides. Ensuite, Péret, la décrue. L'eau se retire, la terre est gorgée de ce fameux limon, elle est prête, c'est la saison des semailles. Et enfin, Chémou, la saison sèche, le temps des récoltes. Toute la vie, du plus simple paysan jusqu'au pharaon, suivait ce cycle immuable. Bon, on a vu le système, mais alors concrètement, qu'est-ce que cette agriculture si particulière produisait? Eh bien, les résultats étaient à la fois très simples et en même temps absolument fondamentaux pour la société. Alors, les 2 grands piliers, c'était le pain et la bière. Fabriqués à partir de blé et d'orge, ils constituaient l'essentiel de l'alimentation. Mais c'était bien plus que ça, c'était aussi le salaire des ouvriers, les offrandes pour les dieux. Pour vous dire, le hiéroglyphe qui signifie nourriture est un dessin de pain et de cruche de bière. Tout est dit. Et ne plaisantez pas avec le pain. Regardez-moi ça. Ces pains ont été retrouvés intacts après des milliers d'années. Les Égyptiens ont été parmi les premiers à maîtriser le pain au levain, et ils en produisaient une centaine de formes différentes, parfois même fourrées avec des dattes ou des figues. Quant à la bière, alors là, oubliez tout ce que vous connaissez. C'était une sorte de soupe épaisse, très riche, très nutritive, un véritable aliment liquide que tout le monde consommait, des enfants aux pharaons. D'ailleurs, la plus ancienne brasserie à grande échelle qu'on ait jamais découverte se trouve en Égypte. Bien sûr, il n'y avait pas que ça. On cultivait aussi beaucoup de légumes, oignons, ail, légumineuses, et des fruits comme les dattes et les figues. Le miel, c'était leur seule source de sucre. Et puis, il y avait le vin. Plus rare, certes, et plutôt réservé à l'élite, mais on produisait dans le delta des crus très réputés, comme le fameux maréotique, qui était, paraît-il, le préféré de Cléopâtre. Et puis, il y a une plante qui était juste cruciale. Pas pour manger, mais pour tout le reste, le lin. Avec ces fibres, on faisait des tissus d'une finesse incroyable. Les Égyptiens avaient cette expression poétique. Ils appelaient ça la lunière de lune tissée. Ces tissus servaient pour les vêtements, les voiles des bateaux et bien sûr pour les bandelettes des momies. C'était la base de toute leur industrie textile. Ok, on a le système, on a les produits. Mais qui faisait tourner cette incroyable machine agricole? Qui avait vraiment les mains dans la boue? On va s'intéresser à eux maintenant. Alors accrochez-vous bien parce que ce chiffre est juste vertigineux. 90%. 90% de la population était paysanne. C'est une civilisation entière construite sur leurs épaules. Mais il faut bien comprendre une chose. Ils ne possédaient pas la terre. La terre appartenait au pharaon, qui la confiait ensuite au temple ou à ses proches. Le paysan, lui, était un peu comme un métayer, lié à sa parcelle, et sa vie consistait à travailler pour payer l'impôt qui, lui, faisait tourner tout l'empire. Et ce qui est génial, c'est leur ingéniosité. Pas besoin de gros outils complexes pour les champs après la crue. Une fois que l'eau se retirait, il suffisait de jeter les graines à la volée dans la boue encore humide.
Et ensuite, on lâchait un troupeau de moutons ou de chèvres sur le champ. Avec leurs sabots, les animaux piétinaient la terre et enterraient les graines juste ce qu'il fallait pour qu'elles germent à l'abri des oiseaux. C'est simple, rapide et terriblement efficace. On voit souvent des images de l'arère, cette sorte de charrue primitive tirée par des bœufs. Mais il faut savoir qu'elle n'était pas utilisée partout. En fait, on s'en servait surtout pour les terres un peu plus en hauteur, celles que la crue n'atteignait pas, comme les jardins potagers ou les vergers, où il fallait vraiment travailler le sol. Et justement, pour irriguer ces parcelles-là, ou pour cultiver en dehors de la saison de la crue, ils avaient une autre invention géniale, le chadouf. C'est un système de balancier tout simple, un contrepoint en argile d'un côté, un seau de l'autre. Ça permettait à un seul homme de puiser l'eau du Nil sans s'épuiser. Encore une preuve de leur formidable capacité d'adaptation. Toute cette production, évidemment, elle ne servait pas qu'à nourrir les paysans. Elle était le véritable moteur économique et politique de l'État pharaonique tout entier. Cette phrase célèbre, même si elle date d'une époque plus tardive, résume parfaitement la situation. La productivité de l'agriculture égyptienne était phénoménale. Pendant des siècles, l'Égypte a produit des surplus de céréales gigantesques, bien au-delà de ses propres besoins, ce qui en a fait une superpuissance économique du monde antique. Et c'est là qu'on touche au cœur du pouvoir égyptien. Ce surplus, c'était la base de tout. L'impôt n'était pas payé en argent, mais en sacs de grains. Ce grain était stocké dans d'immenses greniers d'État. Et avec ces réserves, le pharaon pouvait tout faire. Payer les dizaines de milliers d'ouvriers des pyramides, entretenir son armée, nourrir ses fonctionnaires. Et surtout, en cas de mauvaise année, il pouvait ouvrir les greniers et redistribuer le grain pour éviter les famines et les révoltes. Tout ça reposait sur une administration ultra organisée, avec des milliers de scribes qui comptaient chaque sac de blé. Mais ce système restait incroyablement fragile. La hantise absolue, la plus grande menace, c'était la famine. Il y a une stèle très célèbre qui raconte comment, sous le pharaon Djoser, le Nil n'a pas eu de crue pendant 7 ans d'affilée. C'était une famine terrible, et le pharaon a dû intervenir personnellement en faisant des offrandes à Khnum, le dieu qui contrôlait les sources du Nil, pour que l'inondation revienne. Ça montre bien que le rôle du pharaon était aussi un rôle religieux. Il était le garant de l'ordre cosmique, et donc de la crue. Donc, en résumé, on ne peut absolument pas comprendre l'Égypte antique si on ne comprend pas son agriculture. Ce n'était pas juste une question d'économie. C'était le socle de toute la civilisation. C'est ce qui liait le paysan au pharaon, la terre aux dieux, et la survie de chaque jour à l'éternité des grands monuments. Finalement, on reste avec cette question un peu vertigineuse. Malgré toute leur organisation, leur administration, leur travail acharné, la survie des Égyptiens reposait chaque année sur un phénomène naturel qu'ils ne maîtrisaient pas du tout. Un équilibre incroyablement précaire entre le génie humain et la puissance indomptable de la nature. De quoi réfléchir, n'est-ce pas ?